Et oui, on parle gynécologie et obstétrique ce matin à l'occasion des assises amazoniennes qui vont se tenir pendant 3 jours dès demain à Cayenne, à l'hôtel Mercure Royal Amazonia. Pour l'occasion seront présentés les résultats pour la Guyane d'une grande enquête nationale périnatale et qui confirme un état de santé préoccupant des enfants à la naissance, taux important de prématurité et de petits poids de naissance, moindre suivi également des grossesses et fréquence plus élevée sur le territoire des pathologies liées à la grossesse. Mais plus généralement, quelle éthique, où en est l'état de la relation, dirons-nous, entre patientes et médecins gynécologues obstétriciens? Pour en parler, le docteur Philippe David est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Philippe David. Vous êtes donc gynécologue obstétricien, cofondateur de la Maison de la Naissance à Nantes et président également de la commission d'éthique au CNGOF, le Collège national des gynécologues et obstétriciens. Vous donnerez d'ailleurs une conférence demain sur la dimension psychosociale des interruptions médicales de grossesse. On va en reparler évidemment dans quelques minutes et vous animerez aussi une session sur l'éthique en gynécologie obstétrique. On voit bien, et pour recontextualiser un petit peu les choses dès maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis ces derniers mois sur la nécessité de rebâtir une relation de confiance entre d'un côté les patientes et de l'autre les médecins. En mars dernier, il y a le comité consultatif national d'éthique qui a rendu un avis sur la notion de consentement lors des examens gynécologiques. On parle aussi et de plus en plus des violences faites aux femmes parfois au cours de leur accouchement. Est-ce que les choses avancent, et on va dire avancent dans le bon sens, Philippe David, sur toutes ces questions-là, ce que vous constatez, vous, dans vos discussions, par exemple, avec vos collègues et avec les patientes? Est-ce qu'il y a une réelle et profonde remise en question des pratiques qui sont faites actuellement? Je vais répondre à votre question. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité, et je vais remercier aussi par les ondes le docteur Louis de m'avoir invité aux assises de gynéco-obstétrique de Guyane. Guyane que je découvre, donc je n'aurai aucune prétention à avoir un regard pertinent sur ce qui se passe réellement en Guyane, mais je pourrais vous dire ce qu'il en est sur le territoire métropolitain. Je pense qu'effectivement la situation évolue petit à petit. Il y a eu depuis quelques années un grand désir des femmes, puisqu'il est question des femmes en gynécologie obstétrique, d'être actrices de ce qui les concerne, aussi bien pour leur santé gynécologique que pour ce qui se passe au moment de la grossesse et de l'accouchement. En termes d'éthique, puisque vous avez introduit cette question aussi, progressivement on quitte, vous voyez, la période du paternalisme médical. Dans les années 70, encore dans nos amphithéâtres en médecine, on nous enseignait l'éthique de la manière suivante. On disait c'était le médecin qui avait la connaissance de la pathologie, qui savait ce qu'il fallait faire pour ce patient ou cette patiente, et que le patient devait être traité comme un bébé. C'est littéralement les termes employés. Oui, finalement, l'image du médecin tout-puissant face à ses patients. Et ça, c'est le paternalisme médical dont la réflexion éthique appliquée en médecine nous éloigne le plus possible. Et le piège, c'est effectivement d'aller aussi vers le consumérisme médical, c'est-à-dire au fond où le médecin, il a du mal avec ça, et à juste titre, ne serait qu'un prestataire de service. On dirait, moi je veux ci, je veux ça, et donc la réponse devrait être immédiatement congruente. Et donc la question éthique, c'est de savoir au plus fin et au plus subtil, au fond de la question, c'est comment se situer et comment soigner. Cet équilibre, justement, il est difficile à trouver entre, d'un côté, ce qu'il faut faire en tant que professionnel de soins, et de l'autre, quand on est un patient, une patiente, et qu'on a des désirs particuliers, qu'il s'agisse, là ce matin, on parle de gynécologie et d'obstétrique, mais finalement, ça peut toucher tous les pans, toutes les dimensions de la médecine. Absolument. Je crois qu'il y a des outils pour ça. Des outils qui ne sont pas forcément, même si là aussi ça progresse, puisque vous me demandez ce qui avait changé, mais sans doute dans l'enseignement, de plus en plus, ces choses sont abordées. Mais je crois, moi, à titre alors là personnel aussi, que la chose fondamentale, c'est l'écoute. Dès lors qu'on écoute l'autre avec un grand A, l'autre patient, et qu'on est au plus près de ses préoccupations, on comprend mieux ce qui se passe. Il faut donc que la consultation soit une vraie rencontre. Ça, c'est le premier outil. Je dirais, c'est l'outil de la rencontre. Et le deuxième outil, c'est un outil plus, intellectuel, on va dire, qui a été mis au point par Beauchamp et Childress, qui sont deux philosophes américains, qui, dans le désarroi un peu de la société américaine face aux technologies de plus en plus performantes aux États-Unis, avec la réanimation qui prenait tout son essor dans les années 70, etc., ont mis au point des principes de bioéthique qui sont toujours des principes comme une boîte à outils, vous voyez, qui nous servent
à penser les choses. Et ces principes, on peut les dire là, au fond, c'est l'autonomie et la reconnaissance de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité du patient ou de la patiente à décider pour elle-même. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est le principe de bienfaisance, c'est-à-dire qu'on va agir pour le bien. La philosophie d'Aristote, on va dire. Il faut que le geste médical qu'on engage améliore la situation du patient. Et comment dire pardon, allez-y. Allez-y. Les deux derniers principes, c'est la non-malfaisance, c'est-à-dire le principe, au fond, éthique, déontologique, médicale, c'est-à-dire ne pas agir si on nuit. Et le principe de justice, qui est un principe plutôt de justesse, d'adaptation du traitement à la situation. Mais finalement, tout ce que vous êtes en train de dire, ça paraît presque logique et naturel. Comment ça se fait finalement qu'on en vienne aujourd'hui à devoir réutiliser tous ces grands termes qui peuvent paraître un petit peu abstraits? Là, on en parle ce matin, oui, évidemment. Oui. Mais ça correspond à des situations qui sont quand même très concrètes. Oui, je pense que la question que vous posez, elle est tout à fait fondamentale. C'est sans doute pourquoi le soignant a parfois perdu le sens de sa mission. Oui. Parce que effectivement, quand on dit éthique, on pourrait dire éthique et toc aussi. C'est-à-dire que il faut que ça soit viscéralement attaché à une pratique. Et au fond, être médecin, être infirmière, être sage-femme, ça devrait intégrer toutes ces notions sans même qu'il soit besoin de les rappeler de façon à nouveau appliquée. Mais je pense que là, il y a eu une transformation aussi du soin, c'est-à-dire que les techniques ont extraordinairement explosé, sont devenues très efficaces, les structures de soins sont devenues grosses, oui. Il y a eu des tas de regroupements, ce qui fait que de plus en plus l'abord est protocolisé, on parle aussi de sciences médicales, d'evidence-based medicine, donc tout est assez normé, et la place à la fantaisie, j'allais dire, à l'existence de l'humain dans ce qu'il a de singulier à chaque fois, ça n'a plus beaucoup de place, quoi. Donc il faut essayer de retrouver ça. Moi, je suis très surpris, depuis plusieurs années, on enseigne l'éthique, qu'on associe, nous, à la pratique du souffle et de l'art dramatique, parce que je travaille aussi avec des artistes et des comédiens, et on voit à quel point le fait d'enseigner l'éthique et simplement le fait d'être présent, ancré dans le sol, souffler, ça veut dire être aussi dans ce partage de l'air, vous voyez, d'être avec. Eh bien, à chaque fois, ceux à qui on l'enseigne sont presque surpris de retrouver le sens du soin, dont l'ont éloigné l'informatique, l'administratif, vous voyez, le socio-économique, etc., etc. Mais Philippe David, est-ce que vous êtes un cas à part finalement parmi tous vos autres collègues quand vous comparez un petit peu votre propre réflexion, vos propres réflexions et pratiques par rapport à celles qu'on peut observer ailleurs de la part d'autres praticiens? Est-ce que vous constatez finalement que votre discours, là, celui que vous avez ce matin, il est majoritaire finalement? Je crois qu'il est au fond très partagé intimement par beaucoup, que peut-être moins l'expriment, et que en médecine on est très attiré dans cette profession. Et on est tenu aussi par des résultats, vous savez, c'est tenu par une déontologie et qui laisse moins part à exprimer ce qui pourrait être un peu singulier. Et la tentation de la norme fait qu'à ce moment-là, le discours global paraît un petit peu froid. À quel point tout ce qui a été dit, écrit, commenté depuis ces derniers mois à propos des violences gynécologiques, à quel point tout ça a secoué, on va dire, votre milieu professionnel. On le rappelle, hein, le comité donc consultatif national d'éthique a été saisi par la première ministre Elisabeth Borne à l'époque. Voilà, quelques mois plus tard, quelques mois après, est-ce que vous constatez finalement qu'il y a eu une réelle révolution dans le milieu en quelque sorte? Alors, j'ai pas la perception de tout ce qui se passe et partout, bien sûr. Évidemment, mais oui. Dans mon coin, moi, ça a été, alors là, du coup, sans jouer sur les mots, ça a été violent pour les professionnels. Les professionnels qui se lèvent la nuit en urgence, qui assument des responsabilités parfois lourdes entre la vie, la mort, qui sont, je crois, dans 99% des cas, très, très honnêtement pris par ces questions. Le fait même qu'on puisse penser qu'ils soient violents, ça a été souvent intégré par eux ou pensé par eux comme violence avec intention. Oui. Alors que ça, c'est insupportable, puisqu'évidemment, on est là pour tout le contraire, au fond. Mais en même temps, ça fait bouger les lignes, ça fait écouter, peut-être, ça incite à écouter davantage.
Le piège, c'est sans doute d'être toujours dans la précaution et d'être dans la défiance. Si la personne face à soi est vécue comme potentiellement agressive ou même dangereuse, évidemment, ça augmente la difficulté. Mais je pense, moi, pour ce qui concerne les violences obstétricales, que d'ailleurs les femmes le diraient, un accouchement normal qui se passe bien, normal, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, un accouchement sans c'est jamais normal en quelque sorte. Ouais. Mais c'est quelque chose en soi de violent. Le corps est bousculé. Les femmes qui écoutent le savent, ça. Et surtout celles qui accouchent pour la première fois, souvent c'est une épreuve, pas forcément négative, mais c'est quelque chose d'intense. Hein. Donc, les interventions médicales qui viennent se greffer là-dessus peuvent être, elles, vécues comme violentes, alors qu'au fond, déjà, la nature des choses l'est. Oui. Après, je crois que ce qui fait que souvent les choses sont vécues comme violentes par les patientes, c'est l'absence de langage, ou un langage neutre, vous voyez, bonjour, ça va, d'accord, etc. Je crois qu'il faut être dans le langage engagé auprès de la personne. Et justement, sur cet aspect-là des choses, ce qu'il faut quand même un petit peu dire, et moi le premier, d'ailleurs, je le vois quand on peut parler de ces sujets-là à droite à gauche, le nombre de femmes qui disent que durant un examen de gynécologie comme d'obstétrique, le médecin n'a pas pris assez de temps pour leur parler et s'intéresser vraiment à leur cas. Il y a énormément de femmes qui rapportent ce genre de choses. Alors évidemment, et vous l'avez dit, c'est pas tout le monde, il faut pas pointer du doigt l'ensemble des soignants gynécologues et obstétriciens, mais enfin, c'est quelque chose qui revient quand même très souvent dès que voilà, on tend le micro ou même qu'on parle à des femmes pour qu'elles nous racontent un petit peu ce qu'elles ont vécu et traversé. Je partage complètement ce que vous venez de dire. Je crois que ce qui est important, effectivement, dans le soin, en gynéco-obstétrique, parce qu'on touche à une question très intime, mais aussi en médecine d'une façon générale, c'est qu'il faut considérer la personne, l'autre dont je parlais tout à l'heure, avec elle on partage le même air, hein, justement, comme sujet de la question, et pas comme objet de soin. Ça, c'est fondamental. Le problème, Philippe David, il vient d'où d'après vous? C'est quoi? C'est un manquement au niveau de la formation ou bien juste plus généralement des pratiques médicales qui ont peut-être un petit peu oublié l'aspect humain, on va dire, dans ce qui est fait? Ouais, c'est difficile de répondre à cela. Je crois que fondamentalement, originellement, on va dire, dans les facultés de médecine, il serait bon d'enseigner une éthique appliquée qui soit centrée effectivement sur la rencontre et la nécessité d'écouter. Et ça, souvent, ça manque, je pense. Oui. Après, moi, je rencontre beaucoup de collègues du fait de mes différentes fonctions, et je m'aperçois que beaucoup d'entre eux ont finalement choisi ce métier pour ça. Mais presque après qu'ils se l'interdisent. Oui. Vous voyez, pour être dans les clous, on va dire, de ce qui se fait, de ce qui se dit, et pas se mettre en grande difficulté, pensant que sans doute, si on dévoile une partie de soi qui est sa propre humanité, on va peut-être fragiliser la question du soin. Et d'ailleurs, votre propre humanité à vous, Philippe David, comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à vous intéresser à toutes ces questions d'éthique, à toutes ces questions-là? Je sais pas, c'est compliqué à dire ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans mon parcours professionnel. J'ai eu la chance, avec d'autres, une petite équipe, de créer une maternité à Nantes qui soit fondée sur le désir des femmes d'être actrices de leur accouchement. Donc ça nous a poussé à les écouter, tout en gardant le socle fondamental des bonnes pratiques, j'allais dire. Et puis, dans ma vie d'interne, très jeune, j'ai été sollicité pour faire partie de ce qu'on appelait alors de groupes BALINT, que maintenant on appelle plus volontiers des groupes de régulation de pratiques, où on exposait et on s'exposait au regard des autres dans un tout petit groupe, souvent dirigé, c'est pas le bon terme, moi je ne trouve pas d'autre, par un psychanalyste, et on pouvait dire ce que le métier de médecin venait bousculer en soi ce que l'on est comme être humain. Et par exemple, en tant que gynécologue, moi je me souviens très bien que le fait de jeunes internes de poser des spéculums régulièrement, d'aller examiner intimement des femmes, ça me posait des questions sur est-ce que c'est vraiment si utile que ça, de façon si régulière, etc. Et de savoir, au fond, quelle était notre place là, et quelle était notre posture. Enfin, vous voyez, toutes les situations qui, en gynécologie, peuvent nous ébranler sur le plan humain. Oui, d'autant plus quand on débute dans le métier, je suppose.
On a parlé des violences, en tout cas de la manière avec laquelle certaines femmes peuvent ressentir comme violents certains moments qu'elles passent avec certains soignants, mais il y a aussi la violence qui peut être exercée aussi du coup sur les médecins et qui, à force de ne pas être satisfaits dans leur pratique professionnelle, peuvent peu à peu perdre le sens de leur métier et oublient en fait un petit peu les raisons pour lesquelles elles ont commencé à faire ce métier-là. Oui, c'est juste. Je pense par exemple aux sages-femmes qui, dans les maternités regroupées en France, de grosses maternités, la maternité où je travaille, moi, c'est 3500 accouchements, beaucoup de chirurgie, beaucoup d'AMP, etc. Bon, les sages-femmes se plaignent souvent de ne pas avoir le temps d'être auprès des femmes. Alors que moi, j'ai connu une certaine période, puisque je suis un ancien, avant même la pratique généralisée de la péridurale, où les sages-femmes restaient près des femmes et tricotaient, discutaient, vous voyez, il y avait une connaissance profonde qui se faisait, qui maintenant, avec les écrans, la surveillance à distance, etc., s'éloigne. Et ça devient de plus en plus dur finalement, voilà, de garder ce contact-là. Exactement, et pour elle, c'est très frustrant. Et puis d'ailleurs sur cet aspect-là des choses, en Guyane, tout le monde le sait bien et tout le monde le constate, il y a un nombre d'accouchements qui sont réalisés chaque année qui est quand même très très important pour beaucoup de soignants, de sages-femmes, de médecins qui ne suit pas la même tendance. On va dire, il y a beaucoup plus d'accouchements qui arrivent chaque année que de nouveaux médecins qui arrivent sur le territoire guyanais. Donc il y a aussi en Guyane, mais c'est aussi le cas ailleurs sur tout le territoire français, la question de la disponibilité de la communauté médicale. On a beau être finalement au fait de toutes ces questions-là, si on n'a pas le temps de pouvoir passer un petit peu de temps avec sa patiente, finalement le problème sera le même. Oui, non, mais c'est sûr, c'est une question là institutionnelle, j'allais dire d'organisation de la santé générale, étatique en France, et qui fait que ça devient compliqué pour les praticiens. En préparant ces questions, Philippe David, je suis tombé sur une interview que vous avez donnée et vous dites il faut apprendre des femmes qu'on soigne, c'est-à-dire concrètement, ça doit passer par quoi, par quel genre de réflexe et d'attitude? Ça va être assez simple comme réponse que je vous ai dit déjà, c'est savoir les écouter. Au moment de l'accouchement, très précisément, par exemple, quand on peut être appelé dans des situations où l'enfant a quelques difficultés à naître, je crois que c'est intéressant d'écouter les femmes sur ce qu'elles disent, moi. Surtout quand on est un homme, au fond, parce que c'est compliqué exactement parfois de savoir si on doit intervenir ou pas intervenir. Vous voyez, il y a des zones grises un peu comme ça, et de savoir les écouter en disant moi je sens que je vais y arriver parce que j'ai des perceptions et je me suis rendu compte dans ma vie professionnelle que c'était juste. Je crois que c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Il y a des patientes qui nous mettent parfois dans des situations de surprise ou d'étonnement parce qu'elles pensent que finalement, par rapport au traitement qu'on va leur proposer dans une situation telle ou telle, par exemple, je pense à une femme pour un cancer du sein qui ne voulait pas une mastectomie, alors je pense qu'il y avait vraiment une indication. Elle disait, moi, je ne sens pas ça. Je pense que c'est très mutilant. Et je n'y arrivais pas, moi, à franchir ça parce que j'estimais qu'on faisait une perte de chance si on ne l'opérait pas. Et si on faisait plutôt une chimiothérapie, je vous donne un exemple comme ça. Et finalement, c'est le chimiothérapeute qui m'a dit, mais elle a le droit de refuser les soins. Il y a la question aussi du refus de soins. Et en refusant le soin, elle a tout de même fait un soin différent de celui que je lui proposais. Il y a de ça 25 ans, elle se porte très bien, vous voyez. Alors, contrairement à mon pronostic que je m'étais moi un peu forgé en fait en tête, d'après des connaissances de littérature et de réalité de pratique aussi. Ouais. Donc vraiment écouter finalement ce qui ressort des patientes. Faut que ça soit une vraie rencontre, quoi. Je trouve que en consultation d'éthique clinique, nous on fait ça actuellement. On rencontre par exemple des femmes ou des hommes qui demandent très jeunes une contraception définitive. Beaucoup de gynécologues vont dire non parce que vous êtes jeune, parce que vous allez le regretter. Vous voyez, comme si au fond le gynéco savait un peu mieux que le patient ou la patiente ce qu'il en était pour son regret futur. Et je me permets d'ailleurs de vous couper et de le dire, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de jeunes de moins de 30 ans notamment qui, très jeunes, disent « je ne veux pas d'enfant, je n'en aurai pas et j'ai envie finalement que ma décision soit définitive dès maintenant ». C'est ça. Et ça, au fond, la loi l'autorise, mais dans la pratique, et c'est vrai que c'est compliqué parce que moi j'ai eu récemment un jeune garçon, parce que je fais aussi des vasectomies, de 18 ans qui est venu le jour de son anniversaire des 18 ans en disant « voilà, moi je veux une vasectomie, j'ai 18 ans, j'ai le droit ». On ne peut pas s'en tenir juste à « oui, vous avez le droit, on va faire tout de suite dans 4 mois, puisque c'est légal ». Je pense qu'il faut engager quelque chose d'autre. Donc nous, on les voit en consultation d'éthique
avec un soignant et un non-soignant. Ça aussi, c'est intéressant d'avoir la multidisciplinarité en éthique. C'est-à-dire que c'est pas juste le regard médical dans l'entre-soi médical, mais c'est augmenté par des journalistes, par exemple. On en a, nous, dans notre staff, augmenté par des philosophes, des sociologues, des retraités, des enseignants, enfin, des artistes. Pour venir aider finalement la prise de décision. Donner à changer le prisme du regard. D'accord. Et ça n'est valable que s'il y a une vraie rencontre, si on écoute l'autre. Et là, on voit que sur ces demandes des jeunes de moins de 30 ans, on pourrait dire, il y a une demande des jeunes de moins de 30 ans, mais en fait, c'est à chaque fois une histoire très différente. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et après, pour vous donner vite le déroulé, parce que je ne sais pas du tout où on en est, on restitue cette rencontre en sorte de verbatim à un staff, ce que j'ai décrit, qui est soignant, non soignant, moitié par moitié. Là, on va discuter entre ceux qui ont rencontré le staff, et chacun va argumenter ensuite sa position. Oui, on peut lui faire, sur le principisme de Beauchamp et Chaldrès, cette patiente est autonome, c'est bienfaisant pour elle, au nom du principe de justice. Vous voyez ? Et pour autant, je crois qu'il y a énormément de médecins qui refusent ces patients-là. L'éthique, ça vient poser en question, et en doute de toute façon toujours, un affrontement de valeurs différentes éventuellement. Donc on projette beaucoup, même quand on est soignant au foncier à quelqu'un de 20 ans qui vient demander une contraception définitive, on peut penser, moi je l'aurais pas fait, ou mon fils, j'aimerais pas qu'il le fasse, ou ma fille. Et donc tout se mélange un peu. Et il faut quitter cette position pour aller vers l'autre et l'écouter dans sa singularité, y compris la singularité de sa demande. C'est la même chose, on a parlé de ce cas-là, mais est-ce que c'est la même chose aussi pour l'IMG, l'interruption médicale de grossesse? Vous allez donner une conférence à ce propos-là demain. Il y a aussi une position éthique finalement à établir sur cet aspect-là. Ouais, sûrement. L'interruption médicale de grossesse pour des raisons dites psychosociales, c'est les interruptions de grossesse. C'est pas la même chose que l'IVG, voilà, il faut quand même faut pas faire de confusion entre les deux. Il y a 3 modes d'interruption de grossesse. Il y a l'IVG qu'on connaît, on va dire, avec un délai jusqu'à maintenant 16 semaines d'aménorrhée, 14 de grossesse. Et là, il n'y a pas de jury médical, c'est la décision de la femme. Il y a l'interruption médicale de grossesse pour des raisons fétales lorsqu'il y a une pathologie jugée incurable au moment du diagnostic, qui pose pas trop de problèmes et qui est soumise à un jury aussi médical, de CPDPN, de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Et puis il y a les indications maternelles qui sont parfois organiques, liées à une pathologie qui pourrait s'aggraver pendant la grossesse ou à cause de la grossesse, pour sauvetage maternel, on va dire. Là, il n'y a pas de problème non plus. Et il y a les causes psychosociales. Lorsqu'une femme, en fait, a dépassé le délai de l'IVG, mais se trouve dans une situation de détresse vraiment réelle, il y a une grande précarité économique, sociale, psychique, pas la décrire. Et le terme de la loi, c'est péril grave pour la santé de la femme. Alors vous voyez, là c'est très large et parfois un petit peu flou à une interprétation. Pour ceux que ça intéresse, le sujet sera approfondi plus en détail donc demain à l'occasion des assises amazoniennes qui vont se tenir donc demain, après-demain et vendredi à Cayenne à l'hôtel Mercure Royal Amazonia. Merci beaucoup Philippe David d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonnes assises et bon fin de séjour en Guyane. À bientôt. Merci à vous.